Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple: informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre hôte sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'une saison hors série de chroniques dédiée aux lauréats du prix Happy Patient 2024. Ce prix unique en son genre met en lumière des initiatives extraordinaires portées par des patients qui œuvrent chaque jour pour transformer l'expérience des maladies chroniques et améliorer la qualité de vie des patients. Dans cette série, vous découvrirez des parcours inspirants, des projets innovants et des témoignages empreints de résilience, de créativité et d'engagement. Pour inaugurer cette saison spéciale, nous recevons Laetitia Defoy, lauréate dans la catégorie Patient Influenceur. Laetitia est une femme au parcours exceptionnel. Infirmière de formation, patiente experte et cofondatrice de l'application DrépaCare, elle consacre sa vie à la sensibilisation et à l'éducation autour de la drépanocytose, une maladie génétique trop souvent méconnue. À travers ses réseaux sociaux, ses projets et ses collaborations, Laetitia a su créer une véritable communauté engagée, briser les tabous autour des maladies invisibles et porter haut la voix des patients. Dans cet épisode, elle nous racontera comment elle a transformé son combat personnel en une mission collective et comment son engagement a conduit à des avancées majeures comme la généralisation du dépistage de la drépanocytose en France. Préparez-vous à être touché par son énergie, sa détermination et son regard authentique sur la vie avec une maladie chronique. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Eh bien, bonjour Laetitia. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de t'accueillir sur Chronique, le podcast de Mapato. Aujourd'hui, on fait une saison un peu hors série avec les grands gagnants Happy Patient. Donc, je vais commencer l'épisode par te demander si tu peux te présenter et nous raconter brièvement ton parcours personnel et professionnel. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Alors, déjà, je suis trop contente d'avoir gagné le prix Happy Patient, merci. Et donc, moi, je suis Laetitia Defoy. J'ai 34 ans. Je suis atteinte de la drépanocytose de type SS. C'est une des formes les plus sévères de la maladie. Et je suis chef de projet e-santé dans la vie. Et j'ai aussi un parcours, en fait, j'ai un diplôme d'infirmière également. Je suis formée à l'ETP, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Et j'ai également un diplôme de patient expert, patient collaborateur, ça dépend comment certains l'appellent. Et je suis également cofondatrice de l'association DrépaCare. Chouette. Donc, il y a pas mal de projets. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la drépanocytose ? Oui, tout à fait. Alors, la drépanocytose, faut savoir déjà que c'est la première maladie génétique au monde et en France, hein. Mais malgré ça, elle est vraiment méconnue à l'heure actuelle. C'est une maladie qui touche les globules rouges. Donc, en fait, les globules rouges, chez les drépanocytaires, ils sont déformés au lieu d'être en forme un peu ronde, biconcave chez quelqu'un qui n'a pas la maladie. Et un globule rouge normal a cette capacité, par exemple, de se déformer quand il passe dans les petits vaisseaux. Et il transporte, en fait, l'oxygène. Ça, c'est son rôle. Dans le cas de la drépanocytose, les globules rouges, ils sont rigides et en forme de banane. Et ils ont perdu également cette capacité à se déformer dans les petits vaisseaux. Ce qui fait que dès qu'ils passent dans un petit vaisseau, ils coincent et ça coince tout le reste des globules rouges derrière. Ça crée un bouchon comme genre sur l'autoroute. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon médical une crise vaso-occlusive. En vrai, c'est une crise tellement douloureuse, mais qu'on en pleure en fait, qu'elle nous emmène souvent à l'hôpital, aux urgences. Il y a un protocole national. Dès qu'on dit je fais une crise de drépanocytose, on passe en urgence en fait. On est dans les cas vraiment sévères parce que la prise en charge doit être rapide parce que le pronostic vital est en jeu.
Voilà, on nous met sous oxygène, on nous donne de l'hyperhydratation pour fluidifier le sang et surtout des antalgiques puissants tels que de la morphine parce que ça fait trop mal. Et du coup, ça nous induit aussi, cette maladie, une anémie chronique, parce qu'on perd beaucoup de nos globules rouges, ils s'éclatent souvent, ils meurent très vite. Un globule rouge normal va vivre 120 jours, tandis que les nôtres, ils vont vivre 20 jours. Donc notre corps, en fait, il est en constante fabrication de globules rouges, on est fatigué, du coup, on n'a pas autant d'oxygène également qui se transporte dans le corps vers les organes qui en ont besoin, qu'on fait un effort physique. Voilà, à peu près. Après, ça peut induire des complications osseuses dans les organes. J'ai dit, on va dire, en gros, c'est aussi la maladie de la douleur. Ça fait très mal. C'est ça. On va dire, voici les principaux symptômes, quoi. Tu l'as très bien expliqué. C'est vrai que c'est pas forcément facile, tu vois, pour les personnes qui connaissent pas la pathologie. Pourquoi est-ce que toi, du coup, tu as décidé de te lancer sur les réseaux sociaux justement pour sensibiliser à la drépanocytose? On va dire, au tout début, c'est né comment? J'étais à la fin de mes études d'infirmière et je sais pas pourquoi, en fait, j'étais sur Facebook et je cherchais, en fait, simplement à discuter avec des personnes qui ont ma maladie, qui ont la drépanocytose. Je faisais beaucoup de crises à ce moment-là et je me dis: «Ah mais pourquoi pas voir s'il y a pas un groupe, un truc, on échange entre nous, on se soutient» parce que en fait, à part ça, en dehors, je connaissais pas d'autres drépanocytaires. Donc c'est en fait, je pense qu'on a une maladie, c'est naturel de vouloir parler avec d'autres personnes qui ressentent la même chose que nous et qui nous comprennent. Et ben, je suis tombée sur, ouais, c'est ça, 2 pages Facebook de filles qui avaient la maladie, donc j'étais très contente, vraiment. Et puis à côté de ça, j'étais également déçue parce que c'est pour moi, j'avais pas l'impression d'être proche d'elles parce que, c'était en anonyme, les pages. C'est-à-dire, je savais pas à qui je parlais, leur tête, elles se cachaient. Et donc je me suis dit: «Mais pourquoi, en fait, elles se cachent? Pourquoi?» Donc j'ai commencé à chercher d'autres qui se cachaient pas pour voir, en fait, c'est humain de vouloir voir à qui on parle, qui nous parle et cetera et j'ai pas trouvé et j'ai commencé à me plaindre, en me dire: «Oh là là, pourquoi, il y en a pas?» et je me suis dit: «Mais tu te plains, toi-même tu l'as pas fait, donc pourquoi tu peux pas le reprocher aux autres?» C'est Voilà ça. et de là est née ma page Facebook, oui, j'ai la drépanocytose, j'ai dit: «Bah, je vais le faire». C'était en mode, oui, je l'ai, je me cache pas, j'en ai pas honte et je vais en parler. Voilà, c'était ça, le truc de départ. Après, il y a eu Instagram, j'ai adoré ce réseau social et j'ai naturellement migré vers Instagram et puis c'est un autre mode, voilà, de fonctionnement. Faut savoir que j'aime bien partager aussi et puis entre-temps, une communauté s'est créée de warriors, comme on aime bien s'appeler entre nous. Mais et ça m'a motivée à continuer parce que du coup, beaucoup me disaient: «Ah mais tu parles à visage découvert, tu pas honte? Oh là là, moi j'ai honte, je sais pas comment tu fais». Je leur disais: «Mais oui, mais du coup, comment les gens ils vont faire pour comprendre ce qu'on vit et que la maladie soit aussi reconnue?» Ça passe par là. Faut qu'ils comprennent l'impact de la maladie. Si on se cache, les gens ne pourront pas comprendre parce que c'est une chose de leur dire le nom de la maladie, c'en est une autre qu'ils comprennent vraiment l'impact au quotidien. Et même les personnels de santé et autres, ils nous voient, ils nous voient qu'à l'hôpital, mais là, à travers les réseaux sociaux, ils voient que même à la maison ou dans la vie personnelle, il y a un impact grâce aux réseaux sociaux. Parce que faut savoir que le personnel soignant, ceux qui me soignent de mon service, il y en a, elles me suivent aussi sur les réseaux et elles aiment bien ce que je fais. Elles me disent souvent: «Oui, j'aime beaucoup, ouais, que tu parles de la maladie, ce que tu fais et cetera» et c'est vrai que ça motive. On dit: «Bah, c'est pas pour rien». Il y a des parents qui me disent, «Merci, ma fille, elle a la maladie et je vois à travers toi qu'en fait, tu as pu faire une vie de famille, avoir un mari, un enfant. On m'avait dit que c'était pas possible». Voilà, Ouais, c'est hyper c'est un peu important ça. justement de voir que les personnes qui ont cette pathologie, peuvent avoir une vie, dite, normale, comme tout le monde. Mais c'est ça, C'est hyper important et de se dire exactement. que, il y a pas que le négatif, dans la vie, d'un malade. Exactement et je le dis toujours, je suis authentique avec vous. C'est vrai que quand ça va pas, bah, je le montre, je fais pas de langue de bois ou quoi que ce soit, je cache pas. Je suis à l'hôpital, je le dis, bah, là, la maladie m'a impactée ou pas forcément, des fois j'ai une crise, mais je suis pas à l'hôpital, je le montre aussi.
et quand ça va bien, quand je réussis, je sais pas, j'avais réussi par exemple à avoir mon diplôme, je l'ai montré, ils étaient contents. Je me suis mariée, quand j'ai eu ma grossesse, mon bébé. Ah voilà, c'est des moments de vie heureux, quoi. Et C'est c'est ça, important, je trouve. exactement. Ah oui, totalement. Je crois que tu as créé aussi des concepts comme le Drepa Day et les Drepa Live. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, tout à fait. En fait, au début, je me suis dit: C'est bien qu'on discute, là, on fait les stories, les gens me répondent et tout, mais ils peuvent, discuter entre eux, on peut discuter entre nous». Et avec, une autre fille qui a aussi la maladie, qui s'appelle Élodie, qui est aussi sur les réseaux, on a fait la première fois un live ensemble. On s'est dit: «Mais pourquoi pas en faire?» et on a nommé ça les Drepa Live, en fait. Et après, il y a 2 autres filles qui nous ont rejointes, mais en fait, à la base, c'était, on a créé ça à 2 et c'était cool. Et en fait, ce qu'on avait fait, c'est que les gens, ils pouvaient monter et discuter. Et en fait, ça a rencontré un gros succès parce que de là où ils étaient, peu importe, des fois, il y en avait qui étaient en Belgique, ou alors qui étaient, au Congo ou n'importe où. Et en fait, ça faisait du bien de discuter avec d'autres, Drepa. Ils ont adoré et ils attendaient, on faisait ça, allez, 1 fois par mois. Et ils attendaient la date. On disait: «Allez, tel jour, c'est le Drepa Live». Et tout le monde était au rendez-vous. Et après ça, on s'est dit: «Bah, allez, pourquoi pas», avec encore, pareil Élodie, pourquoi pas créer une rencontre de warriors? Et bah, pareil, on l'a fait, sur Paris. Alors là, bien évidemment, bah, ceux qui sont très, très loin, ils ont pas pu. Mais il y en a qui sont venus de Belgique quand même pour, ouais, ça prouve que, il y avait un besoin, en fait, que c'était quelque chose, il y en a qui sont venus de d'autres villes et de Belgique et franchement, ça a été, trop, trop bien. On a fait ça, 3 fois et c'était vraiment cool. Vous essayez de faire cette journée tous les ans? Là, ça fait un moment qu'on l'a pas fait, donc on va essayer de refaire justement, bientôt parce que c'est vrai qu'après, quand on a chacun des complications, donc moi j'ai eu la grossesse, après j'ai eu l'opération, mais justement, bah, après tout ça, je compte, en refaire. Oui, tout à fait. Trop chouette. Bah, on communiquera dès qu'on aura la date alors. Ah bah, avec grand plaisir, merci. Tu as récemment commencé une mini-série qui est liée à ta Mmh. prothèse de hanche, si je ne dis pas de bêtises. Je voulais savoir justement ce qui t'avait motivé à partager cette expérience aussi avec ta communauté. Oui, alors déjà, dans la continuité des choses, parce que c'est vrai que je partage quand même pas mal de choses. Et en fait, c'est une des complications qui arrive très souvent, aux drépanocytaires. Donc je me dis que dans ce cadre-là, c'est vraiment intéressant qu'ils voient de A à Z comment ça se passe, comment on s'en remet, comment on vit ça. Et en plus de ça, en fait, j'avais déjà eu une prothèse de hanche en 2016. J'avais pas, voilà, j'étais pas encore, pareil sur Instagram, donc j'avais pas fait de mini-série dessus, j'avais pas documenté ça. Et depuis, par contre, j'avais tout le temps, la question: «Comment ça se passe? J'ai vu que tu avais déjà une prothèse de hanche, s'il te plaît, j'ai peur, je vais me faire opérer». Mais ça, c'était tout le temps, hein. Et du coup, quand, bah, on m'a annoncé ça, je me suis dit: «Bah, c'est l'occasion de faire une mini-série», parce que de un, ça va répondre, bah, à toutes ces personnes qui vont le faire. Et les futurs qui vont arriver, je sais pas, dans quelques mois, au moins ils pourront toujours retrouver les vidéos. Voilà, ça reste, sur la plateforme. Donc je me suis dit: «C'est cool», et les parents qui ont des enfants qui vont se faire opérer ou les personnes eux-mêmes, ben, ils voient, ils ont bien aimé, ils voient qu'ils sont pas seuls et ils voient vraiment, vraiment sans langue de bois, en toute authenticité, bah, comment ça se passe. Toi, tu nourris cette communauté avec bah, tous tes contenus, que ce soit les vidéos, les lives, les journées. Je voulais savoir justement comment cette communauté, elle t'inspire toi au quotidien. Oui. Alors en fait, déjà, il faut savoir que je trouve qu'ils sont, j'ai même pas un mot, géniaux. Ils m'inspirent parce que quand je poste quelque chose ou que je dis quelque chose, on voit que, en fait, je trouve qu'ils sont investis et que c'est une vraie communauté, de un, parce qu'ils sont toujours là, ils suivent, en fait, l'histoire. Donc, par exemple, quand j'ai eu ça, quelque chose, ils me disent: «Oui, mais il y a quelques mois, tu avais dit ça. Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'il y a ça?» Donc, en fait, ils suivent vraiment. Et c'est surtout, ils m'inspirent parce qu'on a créé des liens, des vrais liens pour, beaucoup de personnes. Des fois, ils sont même pas, à Paris, hein, ça peut être en Martinique,
je sais pas, quelqu'un qui est au Mali et on discute depuis, des mois, voire des années, sur la maladie, en message privé et ils m'expliquent en fait, eux, ils me racontent en retour leur parcours. C'est-à-dire, en fait, moi, je leur raconte, mais eux aussi, ils me font en retour sur, leur vie, en fait. C'est-à-dire qu'ils me disent: «Bah, du coup, tu as parlé de ça, bah, en fait, moi aussi et j'ai ça et c'est comme ça et toi, comment tu gères ça?» Donc on continue. Je poste quelque chose, mais on continue la discussion, en message privé, par exemple. Il y en a avec qui, bah, que j'ai connu via les réseaux et qu'on est devenus amis dans la vraie vie. Et il y en a, ils m'inspirent par leur parcours également. Il y en a une, voilà, elle est juriste, elle se dépense, enfin, elle se démène vraiment pour, faire son métier. Il y en a, ils ont eu des masters, il y en a, ils font des formations, ils se donnent les moyens et puis, là où je suis vraiment contente, c'est que la communauté aussi, au-delà, des personnes qui ont la drépanocytose, des aidants, des drépanocytaires. Il y a aussi d'autres personnes qui ont d'autres maladies qui sont arrivées parce qu'en fait, ils ont été, comment dire, appelés par l'idée. Quand je parle de douleur, ben forcément, il y a d'autres filles qui ont d'autres maladies qui se sont dit, ben moi aussi j'ai de la douleur. On n'a pas la même maladie, mais ce que tu vis là, ben en fait, je vis pareil. Je vais à l'hôpital. On parle de MDPH. D'autres filles avec, par exemple, qui ont l'endométriose, avec qui ben on parle énormément, qui font partie de la communauté. Et ça, je trouve ça génial. Du coup, c'est pas et moi pareil, je fais partie de leur communauté. En retour, pareil, je les suis, je suis ce qu'elles postent aussi, hein, de la même manière. Et c'est comme ça que j'aime ça, en fait. Je me dis, il y a les drépanocytaires, mais il y a aussi d'autres maladies, en fait, d'autres handicaps invisibles qui vivent une partie de ce que moi aussi je vis. Et on s'inspire entre nous de la façon dont on se bat au quotidien. Il y en a, ils font ça, tu dis: «Ah ouais, c'est vrai que je peux faire ça aussi pour la drépanocytose» et elle aussi vice versa. Via la MDPH, ah bah oui, c'est vrai, bah moi aussi j'ai peut-être droit. Et puis il y a également les professionnels de santé, et ça, c'est vraiment cool qui suivent, ouais. Et puis il y a des d'autres que je m'attendais pas du tout, qui sont ni professionnels de santé, ni ils sont juste passés par là, ils ont dit: «Mais en fait, je connaissais de nom, enfin, je connaissais pas vraiment, j'avais entendu de nom, mais le fait de te voir, et ben je te suis parce que je vois qu'en fait, c'est une maladie qui impacte vraiment et du coup, bah, comme tu as parlé, la façon dont on pouvait vous aider, c'est de donner du sang et ben je vais le faire et du coup, je continue à suivre ce que tu fais. Bah, ça aussi, ça m'inspire à continuer et une fois, enfin plusieurs fois, mais ce qui m'avait marqué, c'était une prof qui m'avait écrit: «Oui, en voyant votre vidéo, merci beaucoup. J'ai eu un élève qui a la drépanocytose et je comprends, c'est en voyant votre vidéo que j'ai réellement compris ce qu'il pouvait vivre et je le trouve encore plus fort, en fait» et ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais. Ah, c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est que ça te permet d'échanger avec N'est-ce des pas? personnes que tu aurais jamais rencontrées dans la vraie vie Mais et ça te fait créer exactement, de tellement belles choses. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a des témoignages qui t'ont le plus marqué justement, dans ton parcours, enfin via Insta? Est-ce que tu as reçu des témoignages qui vraiment t'ont chamboulé où tu t'es dit, «Oh, mais si j'avais pas créé mes réseaux sociaux, jamais j'aurais pu recevoir ce type de retour»? Oui, ah oui, 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 franchement, en plus, c'était il y a même pas quelques jours, j'en ai reçu. Mais des fois, j'ai envie de pleurer, hein. Je leur dis: «Mais vous êtes là pour me faire pleurer, en fait». Mais alors, je vais dire, il y en a qui m'ont chamboulée des 2 sens. Je vais commencer par, en fait, ce qui m'a chamboulée plus, négativement, c'est que quand je reçois, des messages qui me disent, «Bah, tu parles de la drépanocytose, bah, ma sœur ou ma cousine, elle l'a». Bah, la dernière fois, voilà, là, Ouais. ce que j'ai posté comme vidéo, c'est que, elle me dit que sa nièce a la drépanocytose, mais ses parents ne prennent pas au sérieux parce qu'ils pensent que c'est de la sorcellerie. Ils y croient pas que c'est une maladie et ça me Ah fait ouais? tellement mal au cœur. Oui, ça me chamboule. J'ai posté justement ma dernière vidéo que j'ai postée, c'était là-dessus. J'étais hospitalisée, bah, d'ailleurs pour la prothèse de hanche et une fille commence à m'écrire en fait, sur mon TikTok. Elle me dit: «Je suis tombée sur ton compte et j'aime beaucoup ce que tu fais et tes vidéos, je les ai tous regardées et ma nièce, a aussi,
la drépanocytose, mais ses parents pensent que c'est de la sorcellerie. Et en voyant tes vidéos, je vois qu'il y a un réel impact. Il faut vraiment qu'elle soit prise en charge, cette petite. Et je dis: «Oh là 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 là», ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit: «Mais bien sûr, il faut qu'elle soit prise en charge». Elle me dit: «Oui, je vais essayer de les convaincre que c'est pas de la sorcellerie et je vais leur montrer ton compte TikTok pour qu'ils voient vraiment, ce que ça fait, comme tu expliques aussi». Et je lui dis: «Oui, s'il te plaît, montre-leur, explique-leur», et j'espère qu'elle va réussir. Mais ça me bouleverse, ce genre de message, en fait, parce que moi qui suis bien soignée, je suis dans un pays où c'est pris en charge, et cetera. Elle est dans, il me semble, hein, je dis pas de bêtises, dans un pays où il y a pas la prise en charge à 100%. OK. Donc c'est déjà plus compliqué déjà pour les parents. Et moi, dans le pays où c'est pris en charge, c'est compliqué. Ça fait très mal en plus quand on fait des crises, et que si je suis pas pris en charge, je suis là en train de mourir. Je crie, je pleure de douleur. Alors, j'imagine une petite, donc je me rappelle aussi quand j'étais petite, ça me fend le cœur. Je me dis: «Elle doit être prise en charge, cette petite». Ses parents doivent savoir que lorsqu'elle dit qu'elle a mal, c'est réel et il faut l'emmener aux urgences pour qu'elle soit prise en charge. Et à côté de ça, au quotidien, qu'elle soit suivie par un spécialiste pour prendre un traitement de fond qui va l'aider, à faire moins de crises, à vivre mieux. Sinon, c'est une maladie, si on n'est pas pris en charge, malheureusement, il y a énormément d'impacts négatifs tels que, la diminution de l'espérance de vie, par exemple. Si vraiment, en tant que drépanocytaire, on vous prend pas en charge dès la naissance, vous avez des diminutions de chances, que ce soit au niveau scolaire, des pertes de chance, et également au niveau de l'espérance de vie. Et je parle même pas des complications, qui vous pourrissent la vie, en fait. Il y a des tests qui sont faits dès la naissance pour savoir justement si le bébé a la drépanocytose? Oui, tout à fait. Il y a des tests, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et OK. on peut savoir dès la naissance si le bébé a la drépanocytose. Il y a même des tests prénataux également. Alors, par exemple, en France, depuis le 1er novembre d'ailleurs, c'est devenu systématique. C'est devenu général. On dépiste tous les bébés de la drépanocytose. Avant, c'était pas OK. systématique. Voilà, c'était c'était un dépistage ciblé selon l'origine ethnique des parents. La prise en charge, elle se fait dès la naissance, dès que les résultats Voilà, c'est ça. montrent que le bébé a ou non la drépanocytose. OK. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Tu abordes pas mal aussi les sujets de handicap invisible, ce qui est le cas aussi avec la drépanocytose, et je voulais savoir si pour toi c'était important justement d'inclure tous les handicaps invisibles dans tes contenus. Oui, alors oui, j'aborde le handicap invisible, et au début, en fait, je parlais exclusivement de drépanocytose, et je parle des 2 parce que, bah, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure que la communauté s'est agrandie et qu'il y a eu d'autres personnes, bah, je dis des filles parce que en majorité, en vrai, c'est des filles, en tout cas avec qui je discute, qui ont, bah, une autre maladie comme l'endométriose ou d'autres, hein, pathologies qu'on vit. En fait, une partie de ce qu'on vit est très, très, très similaire, voire, la même chose. Et donc je sais que, bah, je suis pas la seule, et donc je sais que d'autres qui ont d'autres maladies se sentent également seuls sur certains sujets. Par exemple, hein, des fois je dis, voilà, qu'on a un handicap invisible et qu'on a la carte de stationnement ou la carte, de priorité, tu sais, pour pas faire la queue, Oui, à tout à fait. Carrefour ou autre, enfin Ouais. dans les magasins. Et bah, c'est très compliqué de l'utiliser. Et ça, c'est un problème de pathologie chronique et non de drépanocytose uniquement. Les filles, elles vont vous dire, enfin, en tout cas, les garçons, enfin, les personnes avec une pathologie chronique, ils vont dire, c'est un souci récurrent. On se fait, déjà, le plus soft, c'est juste des regards, mais sinon, on se fait crier dessus, on se fait insulter parce qu'on se gare sur une, place handicapée avec la carte, hein, même quand ils voient qu'on a la carte, hein, mais juste le fait qu'ils nous voient marcher, vu que ça ne se voit pas extérieurement, on se fait agresser. Et je vous parle même pas de la caisse, prioritaire, dans le Prioritaire. magasin. Bah, alors là, ah ouais, mais là, c'est, en fait, des fois, on a la boule au ventre, hein, clairement, de devoir utiliser la carte. Mais il y a des fois, on n'a pas le choix. Là, avant que je me fasse opérer, là, je ne pouvais plus tenir debout. Mais j'avais pas le choix. Il fallait que je fasse mes courses, des fois. Donc, fallait que j'achète des choses pour mon bébé. Donc, de un, je me garais au plus près.
parce que pour marcher le moins possible. Et dès que je voyais que je pouvais prendre la caisse handicapée parce que ça va. Des fois, c'est aussi long. Quand je vois que c'est pas aussi long qu'une caisse normale et que je peux faire plus vite, eh ben j'y vais parce que la station debout. Mais c'était horrible, je voulais pleurer. Ma prothèse de hanche, elle s'était décelée, c'est-à-dire que elle était sur le côté. Dès que j'appuyais, c'était horrible. Et de l'autre côté, j'ai l'ostéonécrose, donc c'est-à-dire c'est une complication de la drépanocytose. Donc un côté, j'ai la prothèse qui me fait mal, l'autre côté, j'ai ma hanche, mon os qui frotte contre l'autre os, puisque j'ai plus de cartilage et c'est hyper douloureux. Donc on fait D'accord. comment? Ah oui. Donc ça ne se voit pas. Donc extérieurement, bah je suis là, on me voit, je suis debout, je suis jeune. Et ben c'est mort. Je passe à la caisse handicapée, on se tape des regards et des insultes. Hein, euh, des fois on sait même plus quoi faire. Moi, je me suis résignée. Je dis à mon mari, dès que j'ai besoin, j'y vais. Tant pis. La personne qui est pas contente, je leur dis, bah écoutez, C'est moi j'ai ça. la carte, j'ai pas de compte à vous rendre en fait. Vous savez pas ce que je vis. Exactement. C'est ce qu'il faut dire, mais c'est sûr que c'est pas facile quand on a des remarques tout le temps. C'est pas facile, ouais. Et en fait, moi, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, la personne, parce qu'il y a avant, au tout début, bah du coup, j'utilisais pas. J'avais honte, j'avais peur en fait. Et je me suis dit, mais attends, je fais ça, la personne, je la connais même pas, je vais la voir 5 minutes. Par contre, moi, parce que j'aurais pas utilisé la carte pour appuyer moi sur ma hanche, et ben moi, à côté de ça, je vais faire une crise qui va m'emmener à l'hôpital, Ouais, qui va faire que je vais rester une semaine, je vais faire de c'est l'absentéisme soit ça. scolaire, soit au travail, qui va me faire diminuer peut-être mon espérance de vie parce que bah en fait quand tu fais une crise ben ça atteint tes organes, donc tes organes en fait ne sont plus en bon état. En fait, c'est tout un cheminement que tu peux éviter juste en utilisant la carte. Donc, ben Totalement. non, là c'est mort. J'utilise dès que j'en ai besoin et je dis on a le droit parce que pour avoir les cartes, c'est pas ça tombe pas du ciel. On fait un dossier à la MDPH. Un comité décide ou non. Il y a un médecin de la MDPH. Donc, s'il décide que vous avez besoin de la carte de stationnement et de la carte, ben c'est qu'on en a besoin. Voilà, donc ça c'est un des problèmes entre autres qui fait que ben ça me tient à cœur de parler oui de handicap invisible et autre chose c'est que la drépanocytose en fait on vit le mal de la maladie mais et également les problèmes de handicap invisible avec cette maladie. Mmh. Donc je trouve ça logique de parler de handicap invisible et de se rapprocher de d'autres pathologies parce que ce combat-là de handicap invisible, ben, on peut le faire ensemble, en fait. On peut s'entraider et découvrir des tips qui va nous aider chacun, pardon. Et je crois que tu as collaboré aussi avec l'Institut Imagine pour un ciné-talk, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Bah, du coup, avec l'association Drepacare, dont je suis cofondatrice, on a on a réalisé avec Pixel Story, enfin Jérôme Préollet, un réalisateur, un film sur la drépanocytose. Trop chouette. Un film documentaire, voilà, avec en gros, on est 4 témoignants. Voilà, je suis dedans, donc moi plus 3 autres personnes et on témoigne chacun sur un sujet différent qui nous impacte, on va dire, de la drépanocytose. Et c'est dans le but de sensibiliser le plus grand public, mais c'est un film qui s'est vu, c'est-à-dire authentique et sans ménagement pour les personnes qui vont le regarder. C'est-à-dire, on est allé au fond du problème, des choses qu'on ne dit pas souvent, que les gens ne nous voient pas dire. Par exemple, moi, c'est vrai que j'aborde pas souvent ce sujet-là de la mort, de l'espérance de vie. Enfin, parce que au quotidien, en vrai, c'est pas quelque chose à laquelle je pense tous les jours, hein, mais c'est une réalité quand même de notre maladie. Voilà, on aborde des sujets profonds comme ça. Et bah quand le professeur Cavazana qui travaille à Necker, à l'Institut Imagine, a vu le reportage. Elle a trouvé ça vraiment bien. Et c'est là qu'ils ont décidé, bah, du coup, de faire le ciné-talk avec l'équipe de communication sur la drépanocytose. Parce qu'ils en font chaque année sur un thème. Et là, ils se sont dit, bah, on va prendre ça pour pouvoir sensibiliser. Et c'est là qu'on a collaboré. C'était vraiment, vraiment top parce qu'on a fait une table ronde à la suite
Donc, il y avait le professeur Marina Cavazana, le docteur Joseph Laure, donc, il travaille en drépanocytose. Il y avait également une chercheuse, Anna Rita, et elles ont parlé des avancées, de ce qui se passe en drépanocytose. Et moi, j'étais dans la table ronde pour le côté patient. Donc, c'était vraiment bien. Et ça permet en fait d'utiliser le film comme un outil également pour libérer la parole et en même temps pour sensibiliser. C'est des formats qui changent et je pense que du coup, Oui, ça tout à permet fait. aussi de faire connaître la maladie, de faire de la Oui, prévention. Donc, c'est des super projets et quand vous êtes accompagné comme ça par des experts, c'est vraiment le top. exactement. Ouais, ouais, vraiment. Merci. Non, c'était vraiment top. On a bien aimé. On va renouveler l'expérience d'ailleurs avec la mairie de Paris et l'EFS, l'établissement français du sang. Normalement, si tout est bon, le 1er février. On va refaire cette expérience d'utiliser le film comme, on va dire, déclencheur de débat pour parler d'un sujet, voilà, de la drépanocytose et sensibiliser aussi le grand public. Ok, trop bien. Trop, trop chouette. Mhm. Quelles sont, selon toi, les clés justement pour sensibiliser efficacement les professionnels de santé et le grand public à la drépanocytose? Alors, les clés, pour moi, de un, c'est l'information. Alors là, je parle vraiment l'information et la Ouais, formation. Concernant les professionnels de santé, la formation, elle est vraiment importante parce que malheureusement, la drépanocytose, elle est méconnue. Et quand je dis méconnue, c'est pas que par le grand public, aussi par les professionnels de santé. J'en ouais. ai fait les frais là, lors de mon hospitalisation pour la prothèse de hanche. J'étais dans le service de chirurgie, et la plupart des infirmières ne connaissaient pas la drépanocytose. En tout cas, une infirmière venue m'a dit clairement qu'elle ne connaissait pas la drépanocytose et elle n'a pas su comment me prendre en charge. Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Donc, nous, en fait, ce qu'on aime faire, c'est que comme j'ai un diplôme d'ETP et de patient expert, c'est d'aller dans les IFSI, donc c'est les instituts de formation aux soins infirmiers, pour pouvoir sensibiliser directement les Trop étudiants chouette. avant même qu'ils deviennent, qu'ils soient en poste. Parce que c'est là où ça se joue aussi. Et donc on le fait chaque année avec, j'ai un partenariat avec, une école d'infirmières à Sainte-Anne qui m'appelle chaque année pour faire, cette sensibilisation. Donc, il y a une UE qui va rentrer dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient et moi je vais intervenir là. Je vais parler de la relation soignant-soigné, de la drépanocytose, ce qu'on ressent, comment un soignant peut collaborer avec le soigné pour que la prise en charge soit optimale, de comment on gère la douleur, pourquoi on réagit comme ça, et également les écouter pour savoir leur frustration, parce qu'il faut savoir qu'un professionnel de santé, tu fais tes études, tes cours, et ensuite tu fais ton travail parce que tu veux soulager un patient en fait. Et quand tu te retrouves dans une situation où tu as tout fait et ton patient crie encore la mort de douleur, certains peuvent se retrouver un peu dépassés C'est ça. Ouais. et frustrés, ce qui est normal. Et c'est ça qu'on doit aussi aborder comme sujet parce que dans ce cas-là, si le professionnel de santé ne connaît pas la maladie, ne comprend pas, il peut être frustré et se braquer. Et le patient en face va se braquer. Et Ouais, là, totalement. la communication est morte, la prise en charge est morte. Et là, c'est là que ça devient catastrophique. Et donc moi, j'aborde vraiment ce sujet, j'amorce ces cas-là pour qu'ils comprennent qu'en fait c'est pas contre eux, que c'est une maladie tellement douloureuse que quand on est aux urgences, par exemple, et même en service, bah, ça peut mettre 1 semaine, 2 semaines à se calmer. C'est pas parce qu'on hurle encore qu'ils ont pas bien fait leur boulot que voilà, etc., etc. Que c'est la maladie qui veut ça, c'est la douleur qui est très intense. Il faut juste continuer, voilà, à soigner la douleur. C'est un des exemples, hein, il y en a encore beaucoup, mais là où je trouve ça bien, c'est qu'ils sont très réceptifs, ils aiment beaucoup en tout cas. Depuis que je fais ça, moi aussi j'aime beaucoup et c'est important. Et même eux, leurs témoignages m'ont dit que ils ont adoré ça puisque en étant après en poste et en prenant en charge une personne qui a la drépanocytose, ils se rappelleront tellement bien de mon intervention que ça change leur façon de voir les choses et de les prendre en C'est trop charge. chouette. Ouais. Hmm.
et Franchement, et on c'est doit faire génial. pareil pour, les médecins, pareil, hein, parce que c'est vrai que par contre les médecins, les spécialistes se trouvent la plupart en Île-de-France. En tout cas, il y en a plus, hein, il y en a d'autres en région, mais c'est vrai qu'ils font un beau travail. Ils se déplacent dans les hôpitaux pour former les autres médecins. Mais dans la même optique que les infirmiers, c'est pareil. Le but, c'est d'aller, voilà, à l'école, de médecine pour, pouvoir entamer les mêmes discussions. Trop bien. Trop, Ouais, trop voilà, chouette. c'est ça. Bravo pour tout ce que tu fais, hein. Bah, merci, c'est gentil. Il y a un autre sujet que je voulais voir avec toi, c'est que l'un des moments marquants aussi de ton parcours, je pense que ça a été la remise du livre blanc sur la drépanocytose à l'Assemblée nationale. Je voulais Ouais. justement savoir ce que tu avais ressenti et comment ça s'était passé. Oui, alors franchement, c'est vrai que c'était, vraiment top, c'était bien et puis c'était une action un p vraiment différente, hein. C'est une action politique. Bon, moi, je suis pas en général, je suis pas, trop dans la politique, mais c'est vrai que cette action-là, elle était bien pour faire avancer, la prise en charge de la drépanocytose mais surtout la faire reconnaître, des pouvoirs publics parce que c'est vrai qu'on se sent beaucoup délaissé, dans cette maladie par les pouvoirs publics. Par rapport à beaucoup de choses, c'est-à-dire même, la formation dont je parlais, des professionnels de santé, on l'a mis dans le livre blanc. C'est-à-dire, c'est un livre blanc, avec des recommandations pour le gouvernement pour, améliorer la prise en charge de la drépanocytose. Donc il y en a beaucoup à faire, mais on a fait un tri sur on va dire, ce qu'on trouvait déjà le plus imminent, le plus urgent à faire. Donc c'était important pour nous, durant cette assemblée, de parler à la première ministre, donc il y a la ministre de la Santé, donc Agnès Firmin Le Bodo, et de lui expliquer les choses. Elle était très réceptive et je l'avais rencontrée dans son bureau avant ça, avec le professeur Galacteros, qui est spécialiste de la maladie. Et j'avais pu déjà lui expliquer un peu ce qu'on vivait, etc. Et c'est vrai qu'elle se doutait pas de tout, même si elle connaissait bien la maladie, parce qu'elle est professionnelle de santé quand même avant tout. Et c'est là qu'elle m'avait demandé qu'est-ce que je peux faire pour vous concrètement. Et là, j'ai dit on veut faire une action qui va faire changer déjà les lois et puis la prise en charge et vous remettre un livre blanc. Et on veut faire une action à l'Assemblée nationale pour que ce soit comment dire, taper du poing, quoi, un bon truc. Et elle a dit d'accord. Voilà, d'accord. Et je lui avais dit, hein, je me rappelle, je lui avais dit cash, hein, vous savez quoi, on meurt dans l'indifférence de tous et vous nous abandonnez. Elle a dit, ah, vous êtes dur avec nous. J'ai dit, je suis pas dure, je vous dis la vérité. Et voilà, et elle avait accepté ça. Et j'ai dit, on a des choses à vous faire entendre. Elle a dit, je comprends et j'entends et j'accepte. Et c'est de là que c'est parti. Et par exemple, d'ailleurs, dans le livre blanc, ce qui était une victoire, c'est qu'on avait demandé à ce que le dépistage soit généralisé de la drépanocytose parce que beaucoup passent à travers le dépistage parce que c'était pas généralisé dans l'Hexagone. C'est généralisé dans les Drom, mais pas dans l'Hexagone. Et, Ok, la d'accord. loi est passée le 1er novembre. Et donc, on était bien contents. C'est tellement de travail, mais c'est tellement, C'est enfin, beaucoup de vous devez être travail, tellement ouais. content de voir que tout, enfin pas tout, enfin, je sais pas si tout est accepté, mais de voir justement les choses changer pour du positif, c'est Oui, vraiment trop génial. ouais, c'était bien. Et puis même là, on a pu faire parler des patients, on a pu faire parler une étudiante en médecine parce que c'est mieux d'avoir des témoignages pour qu'ils comprennent. Une étudiante en médecine, elle a même dit, et même moi, ça m'a pris au cœur que, ça y est, ils ont enlevé la drépanocytose dans leur bouquin, quoi. Que c'était inadmissible. Ça Ah y est, oui, ça a été d'accord. enlevé. Ah ben oui, parce qu'il fallait choisir quelle maladie enlever, pour mettre une autre, pour introduire une autre, et c'est tombé sur la drépanocytose. Mais comment c'est possible puisque c'est la première maladie génétique en France? C'est pas une maladie, je veux dire, ça arrive à une personne sur 1 million. Tu te dis bon, on peut peut-être aborder plus légèrement. Non, c'est pas le cas. Un étudiant en médecine qui va faire un stage aux urgences à Paris, en Île-de-France, il a une chance sur deux, mais franchement même pas moins encore. Allez, de chance toi de tomber sur une personne qui a la drépanocytose en fait. C'est ça. Hmm. Et voilà, donc c'est une des choses et dont plusieurs choses, mais c'était important pour nous de faire remonter Ouais, le cas de totalement. la drépanocytose, quoi. Voilà. Trop chouette.
Et dans les perspectives un peu d'avenir, je voulais savoir justement quels sont tes projets à venir pour ton Oui. compte et ta communauté. Mmh. Alors mes projets à venir, moi alors déjà, agrandir la communauté, continuer à parler surtout de drépanocytose et de handicap invisible. Parce que je me dis, hem, même pour faire avancer la drépanocytose, c'est toujours bien, de ne pas rester dans son coin. Quand je dis dans son coin, c'est-à-dire, il faut s'allier à d'autres maladies aussi et lutter ensemble. C'est ma vision, en fait, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire, comme j'ai dit, il y a des petites choses où même des grandes choses où on se retrouve, on a les mêmes combats et sur certains combats où on est pareil, ben, pourquoi pas lutter ensemble? Pourquoi pas? Et hem et je trouve que c'est bénéfique pour, toutes les maladies qui auront lutté ensemble. Plus on est, plus il y a de voix et plus on est entendu et plus les choses, bougent. Le but, c'est de faire bouger les choses et pour faire bouger les choses, moi, ce que je vois, c'est que quand on n'a pas, par exemple, les moyens d'avoir, un studio, d'être producteur, réalisateur, et ben, on a les réseaux sociaux qui sont gratuits et c'est ce que je veux faire. Les réseaux sociaux seront gratuits et je vais les utiliser pour cette cause. Il faut que, j'agrandisse la communauté. Il faut que, pour qu'il y ait plus d'entente, plus de voix, pour pouvoir mener, plus d'actions, pour qu'on se rende compte et des actions pour les drépanocytaires avec les drépanocytaires, se rencontrer, les drépanés et des actions avec d'autres maladies, avec l'association et des actions qu'on pourra mener comme on l'a pu le faire avec le livre blanc, en politique. Et puis également, ne pas oublier, c'est très important aussi de passer dans d'autres médias. C'est grâce aux réseaux sociaux que il y a une visibilité et que des médias, du coup, vous contactent, en fait. Ils nous contactent, ils disent: «Ben, on aimerait bien parler de la maladie, on a vu que tu en parles. Est-ce que tu veux venir en parler?» Et ben là, ça fait encore de la sensibilisation et c'est vraiment cool. Trop bien, Donc moi, je trop, trop prévois chouette. de continuer, c'est ça, hein, les séries, parce que de un, pour accompagner les drépanocytaires et montrer aux autres, ce que j'appelle le grand public, comment la maladie impacte nos vies et surtout, diriger aussi ceux qui veulent nous aider, par exemple au niveau du don du sang, collaborer, continuer des collaborations, faire de pas plus grandes, plus de collaborations avec d'autres entités, d'autres organismes en fait. C'est-à-dire élargir le champ des collaborations en santé qui va faire avancer la cause. Mais je sais que pour tout ça, il faut continuer à communiquer sur les réseaux. Et ça me tient à cœur. Et en plus, en fait, je le fais, mais avec tellement de plaisir parce que j'aime ça. J'aime Ouais. partager. Et moi, je veux continuer à partager Trop de bien. différentes façons sur les réseaux, sur les médias, en vrai, en discutant avec les personnes. Et c'est ça que je vois pour l'avenir. C'est agrandir cette communauté-là et se rapprocher d'autres communautés et combattre ensemble. Et c'est pareil quand j'ai vu le prix Happy Patient, ça m'a fait grave plaisir parce que je me suis dit c'est exactement ce que je dis, c'est encore une opportunité de faire connaître la maladie, de sensibiliser, de connaître d'autres pathologies. J'ai connu à travers le concours d'autres les autres qui avaient postulé et j'ai trouvé génial aussi leur combat. On s'abonne entre nous, on se soutient et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est Trop, ouais. génial et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai encore bien aimé d'avoir gagné. C'était bien aussi. C'est clair. C'était trop top. Mais pour moi, c'était encore une super opportunité et puis c'était vraiment cool quoi le concours, j'ai adoré. En tout cas, merci encore à vous, hein, à toute l'équipe Ah bah, merci Application à toi. et ma pato quoi. En tout cas, tu me tends une belle perche parce que du coup, j'allais conclure avec Happy Patient, mais en Ah, effet, Happy Patient, tu d'accord. vois, on l'a vraiment créé justement pour remettre un prix aux patients qui créent des projets en lien avec leur pathologie, parce que comme tu le dis, c'est hyper important de faire de la prévention auprès du grand public pour qu'il y ait une meilleure prise en charge, pour que les patients puissent vivre euh, au quotidien avec la pathologie et d'être accompagné le plus possible pour réduire la douleur et tout ce qui va avec. Et justement, si tu devais résumer en fait ton message en une phrase,
que souhaiterais-tu transmettre justement aux personnes qui sont atteintes de drépanocytose? Alors, mon message serait, de 1, vous n'êtes pas seul. C'est une maladie qui isole beaucoup. Vous n'êtes pas seul. Et ce que je dis toujours, qui mieux que nous-mêmes pouvons montrer au monde entier comment la maladie impacte nos vies. Donc, ne nous cachons pas et on ne lâche rien. Voilà. Dernière question du podcast, je voulais savoir, qu'est-ce qu'un happy patient pour toi? Pour moi, un happy patient, c'est un patient qui a déjà accepté sa maladie et qui le prend comme une force pour pouvoir se battre, faire reconnaître sa maladie et faire avancer en fait la prise en charge et améliorer son quotidien à lui, bien évidemment, et tous ceux qui ont la même pathologie. C'est-à-dire, ce sera un patient qui est là pour faire avancer la cause de sa pathologie à travers un outil quelconque, c'est-à-dire selon ce qu'il aime. Il y en a, c'est les réseaux sociaux, il y en a, c'est un livre, un podcast. Il va utiliser cette force-là plus sa maladie pour combattre et avancer. Parce que c'est vrai que ça nous fait avancer. Le fait d'avoir accepté notre maladie et d'en parler ou de créer quelque chose qui nous-mêmes, ça nous satisfait, hein, ça nous rend heureux, mais on sait que ça va aider les autres. Et donc ça, ça nous rend happy. Et ça aide les autres. C'est ça pour moi un happy patient, c'est qu'il va utiliser des ressources, il va créer des ressources et utiliser des ressources pour s'aider et aider les autres, en fait. Trop chouette. Moi, j'adore ta définition du happy patient. Merci. En tout cas, Laetitia, je tenais à te féliciter encore une fois pour ton prix Happy Patient. Toute l'équipe de Mapato est heureuse de t'avoir décerné ce prix. Et merci pour ton temps et d'avoir expliqué toute ton expérience. C'était vraiment très chouette. Ah, mais avec grand plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Merci pour le prix. Sachez que je suis très heureuse également. Hein. J'étais contente d'avoir été sélectionnée. Après, quand j'ai vu que j'avais gagné, alors là. Mais c'est vraiment cool ce concours. En tout cas, ça m'a mis du baume au cœur parce que je sais pas si je l'ai dit, mais quand j'ai reçu la notif comme quoi j'étais sélectionnée, j'étais hospitalisée. Et mon bébé me manquait. Et j'étais un peu en bad mood et tout. Malgré, après ça allait bien quand même, hein. Mais mon bébé me manquait. Et puis c'était une bonne nouvelle. C'était une trop bonne nouvelle et ça m'a mis du baume au cœur, en fait. J'étais trop contente. Je l'ai annoncé direct à la communauté et ils m'ont soutenue, quoi. Donc non, c'était cool. Trop bien. Ouais. Trop bien. Et c'est amplement mérité. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.